Alors on va maintenant attaquer notre troisième table ronde de l'industrie. Un sujet de l'industrie, un thème, comment accompagner la transformation industrielle et la réindustrialisation de nos territoires au service de l'attractivité. Edwige Chevrillon a rappelé ce matin que l'industrie en France, ça n'était plus que 11% du PIB. J'ajouterais que ne sont positionnés derrière nous dans l'Union européenne que Chypre, Malte et la Grèce. Et d'ailleurs, j'encourage ceux qui ne l'ont pas fait, pardon Nicolas, j'en ai pour 30 secondes, à lire un bouquin passionnant, celui de Nicolas Dufourcq, le patron de la BPI, La désindustrialisation de la France. Très très bon ouvrage qui explique le déclin. Voilà, c'est un grand plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui pour animer ce débat Nicolas, un fidèle des États de la France, Nicolas Béthou, le fondateur et le président de l'Opinion. Merci Nicolas. Table ronde qui va être présidée par Olivier Girard d'Accenture et composée de Thierry Herning de BASF, Olivier Perret de Schlumberger, Xavier Susterac de Home Aptar, Cécile Tricot de Prologis et Stéphane Boissel de Sparing Vision. Cher Nicolas, je te laisse la parole. Merci beaucoup Olivier Marchal. Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'ai cru un moment que tu allais recommander chaudement la lecture de l'Opinion. Mais non, c'était Nicolas Dufourcq. Mais néanmoins, c'est très bien Nicolas Dufourcq aussi. En tout cas, je suis très heureux d'être là. Effectivement, je suis un grand fidèle des États de la France parce que je considère que c'est un endroit où on travaille très sérieusement et où on fait avancer les choses. On les fait avancer avec des gens qui ne sont pas forcément toujours à la une des journaux, mais qui font une partie de l'économie. Et donc, je suis très heureux de passer très vite la parole à Olivier Girard, le patron d'Accenture en France. Alors, effectivement, le thème est assez directement lié à l'industrie. Vous n'êtes pas un industriel au sens strict du terme, mais malgré tout, vous accompagnez la transformation industrielle et la réindustrialisation de nos territoires au service, bien sûr, de l'attractivité. Olivier Girard. Merci Nicolas, merci Olivier. Bonjour à tous, ravi aussi d'être là avec vous. Alors, quelques minutes pour brosser rapidement le portrait des défis de l'industrie dans ce virage entre les deux siècles. Et ensuite, je laisse la parole à ce très beau groupe qu'on a ici devant vous. Le contexte, vous le connaissez, il y a toujours 4 tendances qui mettent sous tension l'industrie un peu partout dans le monde. Et il y en a 4 plus une, il y en a une autre que j'aimerais évoquer qui est un peu moins discutée. Je vais très rapidement sur ces 4 tendances-là. Les ruptures logistiques, la fermeture de la Chine, les prix des transports, ça crée des situations compliquées dans le monde de la logistique. Le coût de l'énergie, évidemment, c'est quelque chose qu'on connaît tous. Il y a un sujet sur le coût de l'énergie qui est la situation par pays et par industrie est très différente. Vous savez, il y a des gens qui peuvent redonner des choses dans leur prix de vente, il y a des secteurs industriels qui ne peuvent pas faire ça. Donc ça conduit à des réactions complètement différentes. Les sous-capacités en termes de matières premières, en termes de composants, c'est bien connu dans le monde de l'automobile, mais dans d'autres univers aussi. La pénurie des talents, on me faisait remarquer la semaine dernière, et je parle de tous les talents ici, la pénurie des talents, on me faisait remarquer la semaine dernière qu'une grande majorité des chauffeurs routiers en Europe sont d'origine ukrainienne ou russe. C'est un métier où il manque aujourd'hui des dizaines de milliers de personnes dans cette filière-là. Ça, c'est les 4 choses dont on parle très souvent. Il y a un aspect qui met beaucoup l'industrie sous tension, c'est la volatilité de la demande. Aujourd'hui, qui depuis la pandémie, se promènent dans des fourchettes qui sont tout à fait inhabituelles eu égard à ce qu'on a vécu. Volatilité à la fois dans la quantité d'ailleurs, que dans la nature même de la demande. Alors les impacts de cette situation sont très importants. C'est à l'horizon, tous les calculs montrent qu'à l'horizon 23-24, c'est plusieurs points de PNB européen, on parle de centaines de milliards, c'est donc absolument massif. Face à ces défis-là, les recettes sont aussi connues, je les résume en 4 points. Et elles sont déjà mises en œuvre, elles doivent être accélérées. C'est tout ce qui touche la relocalisation, la régionalisation. J'entends parler par exemple d'industriels qui réfléchissent à leurs usines dans des fourchettes de fuseaux horaires, ce qui est complètement nouveau. Avant, on raisonnait dans le monde entier. Il y a évidemment la notion, le deuxième point, c'est la notion public-privé. Il y a quelques années, l'industrie était un sujet privé. Aujourd'hui, c'est un sujet public-privé. Il y a des plans de relance français, européens. Il y a des partenariats à conduire dans le domaine de l'industrie, dans le domaine de l'énergie. Il y a évidemment la notion, c'est le 3e point, de filière stratégique. Tous les pays veulent se réapproprier ce qu'ils considèrent de l'ordre du souverain et ça aussi, c'est une force qui a un impact. Le dernier point est peut-être le plus important, il faut changer
réussir à changer l'image de l'industrie si on veut que l'industrie soit capable de se réapproprier les talents dont on a besoin dans les 10 prochaines années. Voilà, moi je ne citerai qu'un seul chiffre en écho à celui que Olivier a cité tout à l'heure, mais qui donne un peu le vertige. En 30 ans, donc si je prends comme point de départ 1990 et je regarde 2020, en 1990, les pays qu'on appelait émergents à l'époque, le monde a bien changé, ils ont bien émergé depuis, pesaient 7% de l'industrie dans le monde en 1990. Aujourd'hui, c'est 50%. Ça vous dit l'ampleur de ce qui s'est passé sur une échelle de temps quand même relativement courte. Réussir cette transformation, il n'y a pas de doute, moins de dépendance, des emplois qualifiés, un impact positif sur la balance commerciale, tout ça est très positif. Les façons de faire, je vais très rapidement dessus, c'est beaucoup deux choses. C'est beaucoup le numérique, le digital, qui permet ce qu'on appelle la continuité numérique, les liens entre le design, l'engineering, le manufacturing, la qualité, et qui permet de faire ce qu'on appelle le collaborateur augmenté. Et le deuxième volet, c'est des assets, pardon pour l'anglicisme, des assets industriels beaucoup plus flexibles. Il y a eu une grande période dans l'industrie où on faisait des petites usines de niche pour servir des demandes consommateurs très ciblées. Aujourd'hui, on revient en arrière pour être capable d'avoir un outil industriel qui est capable d'absorber ce dont je parlais tout à l'heure, c'est des variations de demande beaucoup plus importantes, y compris dans la nature des produits. Mon dernier point, et je finirai avec ça, on parle beaucoup de comment on fabrique, comment on opère des chaînes logistiques. Il me semble que le débat presque le plus important, c'est celui de l'innovation produit. C'est qu'est-ce qu'on fabrique. Et c'est ça qui fera, à mon avis, qui est l'enjeu numéro 1. Et je terminerai par ce point-là. La technologie fait tomber les barrières à l'entrée dans tout un tas de secteurs industriels. On ne s'en rend pas assez compte. Aujourd'hui, il y a des gens qui fabriquent des satellites, des fusées, des avions, qui n'étaient pas du tout dans ces métiers-là il y a 10 ans. Et on pensait dans ces industries-là que 30 années de R&D étaient une barrière à l'entrée suffisante pour se protéger. Le monde change beaucoup plus vite qu'on ne le croit. Merci beaucoup Olivier Girard, merci d'avoir introduit cette table ronde. Vous interviendrez au fil de la discussion et puis vous serez chargé de la conclusion. En somme, vous êtes le seul à travailler là pendant cette table ronde. Nous, on va juste bavarder et essayer de faire progresser les sujets. Autour de moi sont réunis Cécile Tricot, directrice générale Europe du Sud de Prologis. Stéphane Boissel, CEO de Sparing Vision, qui est là. Thierry Herning, le président de BASF France. Olivier Perel, le président de SLB France. On reparlera de ce nom dans un instant. Et Xavier Susterrac, vous êtes le patron Beauty and Home de Europe, Moyen-Orient, Afrique, de Aptar. Voilà. On va vous donner les uns les autres la parole, mais on va commencer avec vous. Stéphane Boissel, vous êtes le CEO de Sparing Vision et vous êtes, si j'ose dire, le seul à ne pas être un très grand groupe international. Vous êtes international, mais vous êtes plutôt dans la catégorie des entreprises émergentes. Je reprends le mot d'Olivier Girard. Quel est votre métier ? Oui, d'abord merci pour l'invitation. Alors effectivement, on est ce qu'on appelle une start-up. Je vais utiliser un autre anglicisme. On est un spin-off de l'Institut de la Vision à Paris. L'Institut de la Vision, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un des plus gros centres de recherche dans le monde dans les maladies héréditaires de la rétine. La société a été créée en 2016 et nous avons réalisé en 2022 une des plus grosses levées de fonds dans notre secteur en Europe et nous développons ce qu'on appelle une plateforme de médecine génomique dans le domaine des maladies héréditaires de la rétine. Ça veut dire des produits de thérapie génique, des produits à base d'édition du génome et des produits à base de reprogrammation cellulaire. Donc vous êtes dans la recherche. Est-ce que vous êtes déjà dans la production ? Alors on est aujourd'hui en mode virtuel, mais la société se développant en maturité et en taille de portefeuille, on commence à réfléchir à s'intégrer verticalement. Aujourd'hui, toute notre production est sous-traitée, malheureusement sous-traitée à des sous-traitants américains. Alors, la crise de la Covid, enfin du Covid, je ne sais pas comment vous dites, vous qui êtes dans l'univers de la santé, je dis du Covid, la crise du Covid a révélé un point de faiblesse gigantesque de la France, qui est le résultat d'un manque d'attractivité ou d'un manque de compétitivité, les deux probablement, qui a été une incroyable dépendance à des médicaments, dont certains sont des médicaments de base, pas très compliqués à produire, c'est d'ailleurs ça le problème. Dans cet univers-là, comment est-ce qu'on fait pour reconquérir une partie de notre attractivité, souveraineté ? Il n'y a pas beaucoup de secrets, hein. Il faut industrialiser, ce qui est bien pour le thème de cette conférence. Mais je vais vous donner quelques chiffres, puisqu'on a effectivement beaucoup parlé pendant la pandémie de notre dépendance à l'étranger vis-à-vis de molécules assez simples comme le Doliprane, ce qui est un fait, hein, c'est très bien, même si ce n'est pas ce que je pense. Enfin, le
type de molécules qui vont sauver, on va dire, l'aspect industriel de notre métier en France. Il faut savoir aujourd'hui qu'il y a dans les médicaments prescrits 30% de médicaments d'origine biologique, contre une dizaine il y a 20 ans. Et la tendance, c'est que d'ici une dizaine d'années, on va passer le cap des 50%. La France a très très largement raté cette transformation industrielle, puisqu'on ne produit pas des anticorps monoclonaux ou des vaccins. Alors les vaccins, c'est une particularité française, mais les anticorps monoclonaux, comme on produit une molécule de Doliprane, c'est un tout petit peu plus compliqué. Et aujourd'hui, on est dans un état de dépendance qui s'illustre par quelques chiffres. Il y a à peu près 160 médicaments d'origine biologique inscrits sur les listes françaises. Il y en a 5% produits en France. Et de manière plus éloquente, sur ces 160, il y en a un peu plus de 30% produites au Royaume-Uni, un peu moins de 30% produites en Allemagne, des territoires où on peut s'attendre à avoir une féroce concurrence, mais un peu plus de 20% en Irlande, et de manière un peu plus surprenante, un peu moins de 20% en Italie, soit le double de ce qui est produit en France. Donc 160 médicaments inscrits, 8 en France, c'est ça? Ouais, on va dire une petite dizaine, parce que ça change heureusement tous les mois, mais une petite dizaine seulement. Et ceci à cause de simplement parce qu'on a raté le tournant ou parce qu'on a autre chose à se reprocher, entre guillemets? Alors, je pense qu'on a raté le tournant. Après, les causes, elles sont multiples. Il ne faut pas tout blâmer sur l'État. Je pense qu'il y a eu un manque de volonté des industriels. Il y a eu une faiblesse de l'évolution des sociétés dans d'autres domaines qui sont à la pointe de ces innovations, qui sont restées toujours très petites, très focalisées sur la recherche et qui n'ont jamais décidé, pour des raisons de moyens, des raisons stratégiques, d'intégrer les aspects de production et qui aujourd'hui, surtout dans notre domaine où encore une fois la production est très critique, deviennent des véritables zones de risque. Donc je note l'Allemagne, l'Italie, l'Irlande, l'Angleterre bien sûr, la France un peu, pas les pays émergents, pas la Chine. Sur ces produits de haute technologie, la Chine n'est pas là? Pas encore. Et il y a encore quelques barrières de transfert transcontinent. Donc on a quelques produits directement des États-Unis. Mais à ma connaissance, rien ne vient de Chine. Mais bon, c'est une question de temps, parce que leurs standards ont augmenté considérablement. Leurs standards de production, ce qu'on appelle les bonnes pratiques de fabrication, BPF, pour utiliser un acronyme, ont évolué de manière stupéfiante au cours même pas 20 ans, au cours des 10 dernières années. Comment est-ce qu'on fait pour résoudre ce qu'on pourrait appeler l'effet Doliprane ? C'est-à-dire cette incapacité dans laquelle a été la France de produire un médicament qui était pourtant, à l'époque, le seul traitement qu'on pouvait opposer à l'invasion du virus. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une recette miracle. Je crois qu'il faut qu'il y ait un alignement de planète et de volonté de l'État. Et ce n'est pas qu'une question d'argent. J'entends énormément de discours au plus haut sommet de l'État qui sont des très bons discours sur il faut réindustrialiser la France, il faut arrêter d'être dépendant de l'étranger, etc. Mais ce discours descend d'un étage, et puis dès qu'il descend d'un deuxième étage ou d'un troisième étage, on se heurte, et je le vois au quotidien, à la technostructure française, à la bureaucratie française, et là, c'est éparpillé façon puzzle, plus rien n'avance. Donc je pense qu'il faut déjà essayer de régler entre l'État et l'administration le curseur, qui aujourd'hui est clairement mal réglé, et derrière, il faut avoir des industriels volontaires, parce que ça part aussi de nous. Il faut que ça parte de nous, ça ne peut pas venir de l'État. Ce n'est pas l'État de construire et de financer ces infrastructures. Vous avez évoqué une information dans votre première réponse qui était que vous aviez procédé à une des plus grosses levées de fonds dans votre domaine d'activité. Quel montant ? Alors, c'était 75 cette année. Depuis le début, on est à 135 millions d'euros, ce qui nous place parmi les sociétés les mieux financées de notre domaine, en France, mais également en Europe. Avec, en projet, et pour tout cet argent pour financer un conglomérat, enfin une formule assez originale, assez atypique, un conglomérat de start-up. Expliquez-nous ce que c'est. Alors, l'argent va principalement aller à la R&D, mais effectivement, nous avons un projet industriel, et c'est à ce titre que je suis ici aujourd'hui. Au moment de la sortie de la première vague de Covid, il y a eu un plan de relance, et il y a eu ce qu'on appelle des appels à manifestation d'intérêt, notamment pour équiper la France d'outils industriels. On nous a gentiment fait comprendre à ce moment-là que l'intérêt, c'était le Doliprane, et non pas nos types de production. Je ne suis pas sûr, encore une fois, que l'impact sur le très long terme soit exactement le même, mais soit. Donc j'ai déposé un dossier d'AMI et là il m'a été répondu très gentiment en dehors de l'aspect Doliprane que mon projet était trop personnel.
et que l'État ne se voyait pas favoriser l'émergence d'un seul outil industriel pour une start-up un peu fragile. Et ce qui était plutôt un bon argument. Donc j'ai pris mon téléphone, je suis allé chercher un certain nombre de collègues dans mon industrie. On a une petite industrie, on va dire une dizaine de membres. Et je leur ai demandé qui souhaitait participer à un consortium qui ne viserait pas à la construction d'une usine pour quelqu'un en propre, mais plutôt d'un WeWork, du manufacturing en BPF. Un outil partagé. Un outil partagé, mutualisé. Il faut savoir que sur ces membres du consortium, aucun ne produit aujourd'hui en France. Aucun. Avec un effet... Certains produisent déjà à l'étranger? Tous à l'étranger. Tous, mais pas vous. Ah, moi, je produis aux États-Unis. Vous produisez aux États-Unis, Voilà. d'accord. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore en phase commerciale, mais ça ne nous empêche pas de produire à des échelles de recherche, à des échelles de production. On Donc va dire tous sont des producteurs à l'étranger. tous ces producteurs à l'étranger, avec bien entendu un impact sur la balance commerciale, un impact sur l'emploi, un impact sur la formation, puisqu'on forme des gens à l'étranger, et un impact qui est beaucoup moins visible, mais qui va tous vous faire réfléchir, parce qu'on paye tous des impôts ici, c'est que quand on produit en Europe, je ne parle pas des États-Unis, mais quand on produit en Europe dans notre domaine, on est éligible au crédit d'impôt recherche, quel que soit le producteur. Italie, Belge, alors, au Royaume-Uni ça va être un peu plus compliqué, Allemagne, Pays-Bas, etc. Donc chaque fois que je dépense $1 ou €1, pardon, en production en Belgique ou en Italie, l'État me finance 30% et donc indirectement finance l'outil industriel italien, belge ou hollandais. Et c'est la loi. C'est parce qu'au niveau européen, on ne peut pas favoriser le crédit d'impôt. Ouais. Sinon, ce sont des aides directes et c'est Exactement. payé par Bruxelles. Et donc, on ne va pas régler ça par la loi, on va régler ça par l'industrie. C'est-à-dire qu'il faut créer les conditions financières, mais pas uniquement financières, au niveau de la législation, au niveau de la bureaucratie, pour que, et il y a des gens de volonté, qu'on puisse recréer ce type d'outils en France pour former des talents, créer de la richesse, éviter de donner notre argent du taxpayer, comme on dit aux États-Unis, à des pays étrangers. Et donc, comment ça fonctionne, votre consortium? Ça fonctionne aujourd'hui, on a trouvé un promoteur, on est 5 sponsors, on a un projet d'investissement de 150 millions d'euros, de création d'une centaine d'emplois. La vaste majorité de l'investissement va venir de fonds privés, dont les nôtres. Et nous avons aujourd'hui une shortlist de 2 sites possibles, dont un à Saclay. Et notre idée, c'est de déposer des permis de construire dans la deuxième partie de 2023 pour avoir une usine opérationnelle 2025-2026. Un outil qui n'existe pas en France, qui n'existe pas en Europe et qui n'existe même pas aux États-Unis. Donc ce serait une première mondiale, innovation française qui vient de la volonté de start-up. Merci beaucoup. On va parler d'une autre forme assez originale, là aussi, de construction d'un outil industriel. Avec vous, Olivier Perret, vous êtes le patron de SLB en France. Alors, SLB, il faut expliquer ce que c'est. C'est un acronyme qui, pour l'instant, n'est pas encore rentré dans la tête de tous ceux qui ne sont pas des boursicoteurs frénétiques dans la salle. SLB, c'est Schlum, c'est Schlumberger. Oui, Olivier, grand scoop aujourd'hui. Schlumberger n'est plus, vive SLB. Donc on a changé de nom après 96 ans d'existence. On est né ici en France, comme vous le savez, c'est devenu un groupe mondial dans l'énergie fossile. Et pour relever le défi extraordinaire qui est en face de nous, ce défi de la transition énergétique, on a senti le besoin d'envoyer le message fort de changer notre nom maintenant, en disant on s'appelle SLB. Pour ne plus être accroché à l'industrie du pétrole? Pour ne plus être seulement accroché, mais être accroché à l'énergie avec tout notre cœur et nos compétences, et relever ce défi qui est un défi d'équilibriste un peu. Il ne vous aurait pas échappé qu'aujourd'hui, les prix de l'énergie, je ne sais pas si certains d'entre vous ont fait le même exercice que nous, de renégocier nos contrats de gaz ou d'électricité dernièrement, et on voit qu'on a besoin encore de beaucoup d'énergie. D'ailleurs, l'énergie est croissante dans le monde, continuellement, et en même temps, il faut qu'elle soit massivement décarbonée. Donc, comment on fait pour assurer ce défi? Et on s'y lance à plein. Et juste pour finir là-dessus, je vous encourage de regarder notre logo également. C'est non seulement on a changé notre nom, mais on a changé notre logo. Notre logo, c'est la courbe d'émission de CO2, okay, donc qui passe, on espère, vite à la neutralité autour des années 2050 et qui va devenir négatif après pour rattraper
un peu ce qu'on est en train d'envoyer dans l'atmosphère. Donc, message fort. Ouais. Et donc, pour tous ceux qui s'interrogent sur le point de savoir ce que veut dire l'acronyme SLB, c'est Ça simplement... n'est pas un acronyme. Ça n'est pas un acronyme, En fait, ça vient de notre ticker de la bourse de New York, dans lequel on est listé depuis 60 ans, qui était SLB. Et donc, on a pris ça, mais néanmoins, on s'affiche avec notre nouveau nom. Une victoire de la finance sur l'industrie, en quelque sorte. Néanmoins, vous avez vous aussi un projet original, très original. Olivier Girard disait dans les 4 prérequis de la reconquête, il y avait le fait de travailler entre le public et le privé, de rapprocher public et privé. Et vous avez un projet de giga, enfin vous travaillez sur une gigafactory, public, privé, une JV. Laquelle ? Ça s'appelle Genvia. C'est dans l'hydrogène. Le projet, enfin, c'est plus qu'un projet, c'est cette start-up est une start-up dont la mission est de développer une technologie d'électrolyseur de nouvelle génération. Je vous passe les détails techniques, mais c'est pour ceux qui s'intéressent, c'est des électrolyseurs solid oxide qui sont censés avoir 20% de rendement de mieux que ce qui existe dans le monde aujourd'hui. C'est une technologie développée à l'origine par le CEA. Le CEA et SLB sont partenaires à égalité dans cette joint venture, partenaires majoritaires. Donc le CEA apporte tout son savoir, de la science, le fait qu'ils ont développé cette technologie dans le laboratoire. Et SLB apporte le complément essentiel dans l'industrialisation, comment faire passer une techno qui vient du laboratoire et la convertir dans un produit qui va être capable de réussir à faire la même chose que ce qu'on fait en laboratoire, mais de façon massive, fabriquée à l'échelle, et après être capable de le distribuer partout dans le monde. Donc les 2 premiers actionnaires sont le CEA et SLB à égalité, et pour nous, c'est une grande première, et pour le CEA aussi d'ailleurs. Chacun partage ses brevets ? Chacun partage son savoir-faire, Non, il n'y a sa pas recherche. de partage de brevets, c'est l'autre aspect qui est très innovant, c'est-à-dire que nous, pour l'instant, c'était presque tabou chez Schlumberger, c'est qu'on se devait toujours d'être propriétaire de nos brevets. C'est ce qui a fait partie de votre fortune et de votre histoire. Absolument, on était toujours en contrôle de nos brevets, d'une façon ou d'une autre. Là, en l'occurrence, on va développer, investir, on est en train d'investir massivement pour construire une gigafactory. Et il n'y a aucun brevet qui nous appartienne. Ils appartiennent 100% au CEA aujourd'hui. Alors peut-être qu'on va en créer de nouveaux ensemble, mais jusqu'à présent, 100% de ces brevets sont CEA. Donc, par contre, le CEA, de leur côté, ont accepté, après toute la recherche qu'ils ont faite pendant 15 ans, de flécher ces brevets vers cette joint venture. Et c'est pour ça qu'on est à égalité. Comme actionnaire majoritaire dans Genvia, dans cette start-up de l'hydrogène. Mais vous venez de dire le mot majoritaire, c'est-à-dire que vous n'êtes pas seul et il y a d'autres acteurs, y compris un acteur public. On est vraiment là complètement dans le méli-mélo, si j'ose dire, du public-privé. Oui, parce que la grande difficulté quand on est dans... Je sais que beaucoup d'entre vous aussi sont là-dedans, dans cette transition, dans la techno et dans les prises de risques technologiques, c'est que même si on y arrive, même si on fait ces électrolyseurs magiques, encore faut-il avoir un marché derrière. Donc, dans cette joint venture, on a recréé quelque part toute la chaîne de valeur. Donc, j'ai parlé du CEA, tout ce qui est science, recherche publique en amont, SLB pour toute l'industrialisation, et puis après, les cas d'usage. Donc, on a 2 industriels qui font partie, qui sont actionnaires minoritaires, mais très importants, c'est Vinci, le groupe Vinci, et Vical et le cimentier français, qui apportent tout leur savoir-faire de qu'est-ce qu'on va faire avec l'hydrogène et en quoi cet hydrogène vert va être acteur de la décarbonation du monde. Et puis, le dernier actionnaire, c'est la région Occitanie. Pourquoi la région Occitanie ? Parce qu'on va installer une gigafactory. Imaginez un groupe international comme Schlumberger et SLB maintenant, qui choisit la France déjà pour son développement en hydrogène, c'est pas mal, mais qui installe son siège social à Béziers. Et
pas à Paris, mais c'est à Béziers. Et on le fait en Occitanie parce que l'accueil, d'abord on avait une usine, donc ça va nous aider à aller plus vite. Et aussi l'accueil de la région Occitanie, et on en reparlera sûrement quand on parlera plus des territoires, a été exceptionnel pour nous aider et nous convaincre que c'est là qu'il fallait être. Et donc ils sont dans le capital. Ils sont dans le capital également. Et fastoche? Oui, même pas peur, j'allais dire. On a créé, sous la présidence de Madame Carole Delga, la présidente de l'Occitanie, elle a voulu qu'on aille un peu plus loin même. Et on a créé un écosystème qui s'appelle EDEN, bien sûr. EDEN, alors là, c'est un acronyme, c'est l'écosystème durable pour les énergies naturelles. Et à quoi ça sert? C'est qu'on se rend compte que quand on fait ces paris industriels de technologies qui sont loin d'être prouvées encore, mais néanmoins qui requièrent des investissements massifs, on ne le fait pas tout seul. Il faut qu'on soit accompagné. Donc l'État nous aide beaucoup. Et la région également, quand on parle d'infrastructures, on parle de foncier, on parle d'hectares qu'il va falloir avoir pour créer une gigafactory, on parle de formation, on en a beaucoup parlé ce matin. Comment fait-on pour avoir les techniciens en particulier qui sont là au bon moment? Tout ça, il faut le prévoir, alors même qu'aujourd'hui, la techno n'est pas complètement dérisquée. Donc comment on partage ce risque entre plusieurs? Comment chacun est prêt à en prendre un peu sur ses épaules? C'est ça que va faire cet Eden, avec d'abord Genvia au centre d'un point de vue industriel, et puis demain aussi, vous avez vu en Occitanie, il y a beaucoup d'énergie potentielle, avec l'éolien flottant qui arrive et le solaire, bien sûr. Eden, j'ai cru un moment que c'était le socialisme à la Carole Delga, mais non, c'est autre chose, c'est plus concret. Vous avez parlé de tous ces projets, Genvia, Eden, Gigafactory, pas un chiffre. Vous voulez pas en donner? Vous voulez des chiffres? Oui, J'aime bien. Des chiffres, c'est le budget si tout se passe bien. C'est encore plein derrière du bois, si vous voulez, là partout. d'1 milliard. 1 milliard. Oui, d'ici 2030. L'État nous aide. Vous avez vu qu'il y a le plan hydrogène, l'IPCEI, pour ceux qui ont choisi. L'hydrogène a été choisi par l'Europe comme étant un axe stratégique. Et la France est un acteur très volontaire. Un acteur avec un plan de 7 milliards du gouvernement pour aider l'hydrogène. On va avoir 200 millions de l'État. Donc c'est extraordinaire. Nous, en tant qu'expérience en tant qu'industriel, on n'a jamais vu ça jusqu'à présent. Et donc c'est pas ça qui nous fait investir en France, que vous l'aurez bien compris, mais néanmoins ça aide surtout dans des moments qui sont très risqués jusqu'à présent. Emploi, on est en train de parler de 500 emplois directs, 2000 emplois pour la région. C'est à Béziers, dans un endroit qui n'est pas particulièrement industrialisé aujourd'hui, donc ça peut faire toute la différence. C'est de la réindustrialisation au niveau du territoire. Oui, très bien. Donc tous les acteurs locaux, régionaux, départementaux, nationaux sont alignés et ça fait plaisir à voir. Oui. Et le jour où cette gigafactory est en production, quel volume est-ce que vous prévoit 2028 l'hydrogène, ça n'est pas une nouvelle énergie, c'est une façon de transporter l'énergie, c'est bien ça? Non, l'hydrogène, c'est plein de choses. Ça peut être un vecteur, ça peut être un fuel, ça peut être un feedstock, comme on dit dans le... c'est ce qu'on utilise beaucoup dans les engrais. Thierry est là, oui. Il en parlera mieux que moi. Donc c'est à ça que ça sert d'abord. Probablement, on espère tous que la mobilité, les voitures, les camions d'abord, les trains sûrement, les bateaux vont changer. Les avions, on a entendu ça tout à l'heure, etc. Et c'est également un moyen de stockage et un moyen de transport. C'est beaucoup plus facile de transporter une molécule d'hydrogène que de transporter un électron. Voilà. Donc voilà à quoi ça sert. Donc, tout le monde a retenu, c'est plus facile de transporter une molécule qu'un électron. Et donc, le jour où vous appuyez sur le bouton et qu'on rentre en production, ça équivaut à quoi? C'est 1 gigawatt de construction. 1 gigawatt, c'est une tranche nucléaire, donc 1 gigawatt d'électrolyseurs qui seront faits d'ici la fin de la décennie à Béziers et beaucoup plus après. 2030.
2030. Je reviens vers vous, Xavier Susterac. Vos échéances, vous, c'est... pardon, Stéphane Boissel. Stéphane Boissel, excusez-moi. C'est 2025-2026. 2025-2026. Pour la mise en route opérationnelle, mais les investissements commenceraient en 2023. C'est-à-dire le premier produit sorti de vos usines, c'est 2025-2026. Oui, parce que c'est des usines qui mettent 12 à 18 mois à être construites, mais qui ont des normes très particulières, donc elles mettent 18 à 24 mois à être certifiées ou qualifiées. Xavier Susterac, précisément, vous êtes le patron d'Aptar. Alors, Europe, Middle East, Afrique. Aptar, c'est... En chiffre d'affaires, 3. Si vous voulez, mais votre activité aussi. Vous vouliez des chiffres, donc je me suis dit, on va attaquer par ça. J'aime bien, bah oui, je suis déformé. Aptar, on n'est pas forcément connu du grand public, on est dans le B2B, donc on livre des systèmes de dispensers, des packaging pour l'industrie de la cosmétique, l'industrie pharmaceutique et un petit peu le domaine food and beverage. Donc je dirige moi-même la partie beauty and home, comme on dit, donc essentiellement la cosmétique et une industrie formidable en France. Le groupe, parce qu'un chiffre forcément, 3 milliards 200 millions l'année dernière, un chiffre d'affaires mondial, on a un peu plus de 13 000 employés dans le monde. Groupe américain, qui a fait beaucoup d'acquisitions dans le monde entier, qui est coté à la bourse de New York. Et c'est assez atypique, un groupe qui a 4200 employés en France, dont plus d'un tiers des effectifs mondiaux dans ce petit pays. Quand vous regardez le globe, le petit pays qui est la France, formidable. C'est grâce à vous. Plus d'un tiers. Non, c'est pas grâce à moi. Je suis arrivé il y a 2 ans, mais un très bon travail a été fait. Et je crois c'est surtout grâce à l'industrie de la cosmétique qu'on a suivi. Nous suivons nos clients. Et je ne citerai pas toutes les grandes marques en France, et un certain nombre de nos clients qui sont ici dans la salle, et je les remercie d'être parmi nous, des grandes marques que nous avons suivies. Et donc la France est attractive. Vous êtes typiquement représentatif d'un secteur qui fonctionne bien et qui attire effectivement bien à la fois les industriels, l'investissement et les talents. Oui, tout à fait. Un système, effectivement, un écosystème des grandes marques, des marques qui sont centenaires, ont 100 ou 200 ans ou plus, toute une tradition d'export également. Quand on voit le succès des grandes marques à l'export, la cosmétique, c'est le 2e contributeur en France à la balance commerciale. C'est dans une année normale aux alentours de 15 milliards de balance commerciale positive, sachant que la balance commerciale complète du pays est négative malheureusement, j'espère pas trop longtemps, mais la cosmétique contribue de façon très positive. Mais non, soyons positifs. Ouais. Vous avez commencé à citer des chiffres. Parlons des territoires, puisque c'est aussi un des mots qui figure dans le titre de notre table ronde. Vous êtes, vous, dans les territoires. Nous sommes complètement dans les territoires, là encore, proches de nos clients, dans ce qu'on appelle la vallée de la plasturgie, la vallée de la cosmétique, un petit peu partout sur le territoire, très peu finalement à Paris. Nous avons un bureau à Louvciennes, à l'ouest de Paris, mais Quand même, oui. Quand même, oui, il faut un bureau à Paris, pas trop loin de l'aéroport. Mais non, nous sommes actuellement le premier employeur privé du département de l'Eure. Je sais que ça fait toujours très plaisir à notre ministre de l'économie. Et puis nous sommes le 2e employeur de l'Ain. Nous allons parler aujourd'hui un petit peu de notre investissement à Oyonnax, petite ville magnifique du département de l'Ain. Et là, vous fabriquez quoi là-bas, emballage, flaconnage Alors, selon les usines, des produits assez spécialisés, c'est un domaine très technique et technologique. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas toutes ces technologies, vous touchez, mesdames, messieurs, tous les jours à 5, 6, 7, 8 ou 10 produits, ça dépend, j'espère 10 produits d'Aptar. Démarrer avec un savon liquide, un gel douche, un shampoing. Vous avez déjà touché à des pompes Aptar. Mesdames, messieurs, vous avez utilisé une eau de toilette, un parfum, il y a du Aptar. Il y a un fond de teint, il y a un rouge à lèvres. Là, vous en êtes à 8 ou 9 produits déjà. Donc, on est partout dans vos salles de bain. Donc, consommez, s'il vous plaît, plus. Mesdames, je sais que vous consommez bien, donc ça, c'est une très bonne nouvelle. C'est pour ça que vous faites toutes plus jeunes que vous ne l'êtes. Par contre, messieurs, consommez beaucoup plus, parce que là, c'est pas ça encore. Et là, il y a un gros marché potentiel. C'est vrai que vu de près, vous avez une peau de bébé. C'est magnifique. J'ai 85 ans. On reparle aussi avec vous plus sérieusement de public-privé, de l'implication de l'État et de ses différents plans
dans votre activité. Vous êtes un de ceux qui avaient coché la case France Plan de Relance. Oui, on a présenté effectivement un dossier Chose France et sur un investissement à Oyonnax pour lequel nous avons eu effectivement des aides, alors qui ne sont pas de 200 millions, mais des aides malgré tout des pouvoirs publics, avec un certain nombre de choses et de conditions. Nous avions décidé de construire un nouveau site qui rassemble en fait 5 petits sites qui étaient dans la région d'Oyonnax, mais pas seulement rassembler tout au même endroit. C'est surtout faire quelque chose de nouveau. On investit beaucoup en technologie. Quand vous êtes le dernier à investir dans ce domaine, vous avez le dernier cri, les dernières machines, la dernière technologie. C'est ce que nous avons fait. Et puis en même temps, faire quelque chose qui, au point de vue environnemental, est assez nouveau et assez incroyable, je dois dire. Nous avons réduit les émissions de CO2 par rapport au système que nous avons actuellement de 58% avec ce nouveau site qui va démarrer dans les quelques mois à venir. Ça, c'est à Oyonnax. Oyonnax. Et vous avez d'autres partenariats, c'est pas du public-privé, mais vous avez d'autres endroits où l'État, les régions sont intervenus pour... Alors, au niveau du groupe Aptar, pas Beauty and Home, mais au niveau du groupe Aptar, tout à fait. Il y a eu des investissements dans le secteur de la pharmacie, là aussi en Normandie, avec des aides d'État pour des investissements considérables. Donc, on investit en France. Il y a 2 ans, je rejoignais le groupe Aptar et nous étions en train de rapatrier des machines de petits sites, un site en Espagne, à Madrid, un site en Irlande. Et nous avons rapatrié ces machines en France, encore une fois, pour se rapprocher de nos clients. Qu'est-ce qui fait le choix des territoires, précisément? C'est la proximité avec vos clients, c'est l'opportunité d'avoir des locaux disponibles à un endroit, c'est une reconversion, c'est un peu tout ça? En l'occurrence, là, nous avons transféré ces équipements sur des usines que nous avions déjà, donc en Normandie. Mais généralement, effectivement, on se rapproche de là où nous avons déjà une expérience, une expertise, surtout. On a parlé aujourd'hui un petit peu des talents, et ça, c'est un sujet dans d'autres domaines aussi, dans tous les domaines. Donc, on essaie de se rapprocher des talents et de nous rapprocher de nos clients en même temps. Tout à fait. Donc, c'est comme ça que vous faites vos choix d'investissement. Et vous continuez à investir? Et on continue à investir. On est dans un domaine, je dirais, qui est relativement résilient. Nous avions un grand salon du packaging cosmétique à Monaco il y a un peu plus d'1 mois. En discutant avec tous nos clients, on nous dit voilà, l'année 2023 devrait bien se passer. On n'entend pas ça actuellement dans tous les secteurs industriels. C'est un domaine relativement résilient. Je crois que quand le pouvoir d'achat baisse, on reporte éventuellement l'achat d'une voiture, mais on rentre chez soi, on utilise un sérum, une lotion, un produit de soin pour la peau, un masque de beauté, enfin bon, toutes ces choses. Dès lors qu'on ne porte pas de masque à cause du Covid, parce que là... Alors oui, ça a été très très mauvais pour le rouge à lèvres, je dois dire. Donc, mesdames, je suis content de vous voir avec du rouge à lèvres et sans masque, parce que ça a été difficile. On est tous très contents. Cécile Tricot, vous êtes dans un métier très différent et à la fois très lié à toutes ces implantations locales. Vous êtes la patronne, la directrice générale Europe du Sud de Prologis. Prologis, c'est un investisseur immobilier spécialisé dans la logistique. Donc, on a pour particularité d'être possesseur, investisseur dans des entrepôts. Et effectivement, on est à la fois un petit peu en marge de l'activité purement industrielle, mais on y est complètement lié puisque la logistique, c'est ce qui fait en fait l'infrastructure et ce qui constitue un petit peu le réseau sanguin de la circulation de tous les produits dont on a parlé aujourd'hui. Alors votre zone d'activité, si j'ose dire, c'est France, Italie, Espagne. C'est ça. Et vous êtes un groupe américain. On est un groupe américain fondé au tout début des années 80, donc une quarantaine d'années d'existence. On s'est implanté en France il y a 20 ans. Notre patrimoine, alors on ne communique pas sur notre chiffre d'affaires, mais je vais quand même vous donner quelques chiffres. Le patrimoine de Prologis, c'est à peu près 120 millions de mètres carrés dans le monde et un peu proche de 3,5 millions de mètres carrés en France. Et ça parle à personne, mais je vais le traduire en terrain de foot. Et donc, si je traduis la taille de notre patrimoine en terrain de foot, ça représente à peu près 18 000 terrains de foot dans le monde et à peu près autour de 500-550 terrains de foot en France. Voilà.
Je ne sais pas si ça me parle. Je suis en train de calculer le nombre de footballeurs que ça représente. Ça fait quelques footballeurs, effectivement. Alors, je vais peut-être donner encore un chiffre. Notre patrimoine, en fait, on est en France implanté sur les grands axes de circulation, donc sur ce qu'on appelle la dorsale logistique. Elle va de Lille à Marseille, en passant par Paris et Lyon. On est également implanté sur la zone du Havre, zone portuaire, également à Orléans. Et notre patrimoine est constitué de 140 immeubles. Bon. On va dire les choses un peu nettement. Les entrepôts, c'est pas ce que l'opinion publique préfère. Vous n'avez pas une image incroyablement... Et pourtant. Alors expliquez-nous pourquoi on se trompe. L'image des entrepôts aujourd'hui, c'est déjà des grandes boîtes à chaussures, vides, un milieu de travail dégradé, principalement destiné à servir le e-commerce, puisqu'en fait, on a commencé à entendre parler des entrepôts au moment où on a commencé à parler de logistique du dernier kilomètre et à la faveur, si je peux dire, de la crise sanitaire du Covid. Et on les a vus se développer à la faveur du e-commerce. Alors, ils s'étaient déjà développés avant, c'est-à-dire sûr, que pour ce qui nous concerne, mais on a effectivement, ils ont été rendus visibles. Donc, naturellement, le e-commerce est un facteur de croissance de la demande en logistique, puisque pour vendre un produit en e-commerce, ça nécessite à peu près 3 fois plus de surface logistique que pour vendre un produit dans le circuit traditionnel. Ça aussi, c'est un autre chiffre. Mais le e-commerce, aujourd'hui, juste avant la crise Covid, représentait à peu près 10% de l'activité de nos clients. Aujourd'hui, on est à 15%. 15% seulement. Seulement. Donc ça veut dire que 85% de notre activité n'est pas du tout liée aux acteurs du e-commerce. Qui sont construits à côté des usines, à côté d'Aptar, Exactement. Donc c'est à la fois des entrepôts qui peuvent servir à l'activité industrielle, donc l'activité de production, l'activité de distribution. C'est aussi des entrepôts qui servent à la grande distribution. Et là, on est peut-être sur des activités de distribution, soit en magasin, soit en multicanal, avec des grands acteurs qu'on peut citer, comme la Fnac, Carrefour, Darty. Voilà, ça c'est la typologie de clients que l'on a. Votre développement en France se passe sur quel rythme ? Et je suppose que vous avez des obstacles. Construire en France, c'est compliqué. Construire des entrepôts, ça doit l'être encore plus. Exactement. Alors, la demande est en forte croissance, la demande d'entrepôts, parce qu'on parle de réindustrialisation et donc on va avoir besoin de stocker à la fois les produits en entrée, les produits semi-finis et puis également les produits à distribuer ensuite. Donc nous, l'entrepôt se situe à la fois en amont et en aval de la chaîne de production. Donc la demande augmente. On a un besoin également, on a vu de résilience, c'est-à-dire que la crise Covid a révélé une espèce de tension un petit peu trop forte et une optimisation un petit peu trop poussée des chaînes logistiques. Donc un besoin de reconstituer des stocks pour faire face plutôt à la demande et pas se retrouver en rupture. Et en face de cela, on a effectivement une difficulté d'accès au développement qui est liée essentiellement à une problématique de foncier. Laquelle ? Expliquez-nous. La problématique de foncier, elle est liée à 3 facteurs. La première, c'est que on a une compétition sur le foncier disponible. Alors on est en compétition avec les acteurs du logement, on est en compétition avec les acteurs du commerce, du bureau. On rentre un peu en compétition aujourd'hui dans une logique de réindustrialisation avec les acteurs de l'industrie, puisqu'en fait le foncier se fait de plus en plus rare, notamment à la faveur des lois en faveur de l'environnement, qui sont les lois de non-artificialisation, les lois de protection évidemment de la faune, de la flore, de la biodiversité. Donc le foncier se fait plus rare, les besoins augmentent. Et donc, en fait, on a une difficulté déjà pour accéder au foncier. Et une fois qu'on a trouvé un foncier sur lequel on a la possibilité de développer une activité, on a un certain nombre de contraintes administratives et un temps de développement qui est extrêmement long et qui est nettement plus long que dans les pays voisins, puisque en France, il faut en moyenne à peu près 18 mois. Mais quand 18 mois pour 18 mois pour obtenir une autorisation de construire et une autorisation d'opérer à l'intérieur d'un entrepôt. Une fois qu'on a le terrain. Une fois qu'on a le terrain. Et donc le process au complet, c'est ? Alors le process au complet, entre le moment où on identifie le terrain et au moment où on a fini de construire, ça peut être de 5 à 10 ans en fait. Voilà. Et donc on est dans cette tension énorme. Je prends souvent l'exemple de l'Allemagne. En Allemagne, la moyenne d'obtention d'un permis de construire, c'est 4 mois.
Voilà. Donc on est dans ce rapport-là de quasiment 1 à 5 sur les délais en France par rapport aux délais dans d'autres pays. Ouais, et ce délai s'allonge ou est-ce qu'il est même très élevé, stable? Alors, il y a des tentatives de simplification, il y a des tentatives donc, de réduction de ces délais. Simplement, en fait, le délai en lui-même, le pur délai administratif est nettement plus court. Il pourrait être de 10 à 12 mois. Mais en fait, on travaille un petit peu en série et il y a diverses couches d'intervention administrative, qu'elles soient au niveau local, au niveau préfectoral, avec des injonctions contradictoires vis-à-vis des personnes qui sont censées délivrer les permis, qui font que en fait, le jeu de la pièce qui manque, etc., renchérit les délais en permanence. Et on se retrouve dans des situations un peu ubuesques, avec d'un côté un soutien assez fort, notamment local pour les créations d'emplois, pour les taxes, etc. Et en face, des freins et des blocages qui sont liés à des remises en question des autorisations déjà accordées. Remises en question qui peuvent aboutir à des restrictions ou des amputations de surface? Absolument. Et effectivement, j'ai un exemple à ce sujet qui est un site sur lequel on a travaillé pendant 10 ans. Qui permet de construire, enfin dont la surface de terrain permet de construire, pour simplifier, on va dire 100 000 mètres carrés. On a travaillé pendant 10 ans. 10 ans. Déjà Ça fait 10 ans. Parce qu'en fait, bon. On a d'abord acquis le terrain, puis ensuite on a déposé et obtenu des autorisations administratives. Chercher des clients dans une période où la logistique avait un petit peu moins le vent en poupe qu'aujourd'hui. Donc finalement, ce projet-là, d'un point de vue économique, n'est pas sorti. Les autorisations administratives sont naturellement devenues caduques. Et donc, on a relancé la machine il y a 2 ans. Donc voilà, ça avait déjà pris très très longtemps. Et donc, au moment où on relance la machine, la loi a évolué, et c'est tout à fait naturel. Simplement, elle a évolué dans un sens où, encore une fois, pour simplifier, je dis 100 000 mètres carrés pouvaient être construits. Les restrictions liées à la protection environnementale, la protection de la biodiversité, etc., sur ce site-là, conduisent à devoir construire 30% de moins. Donc en fait, on n'est plus en mesure de construire que 70 000 contre 100 000 précédemment. Ce qui remet en question le projet? Ce qui remet en question le projet, en tout cas son économie, parce qu'on ne fait pas 30% de marge sur les projets. Donc, et ensuite, la logique à laquelle on fait face aujourd'hui, c'est que finalement, ce qui nous est demandé, c'est au-delà de la réduction de surface, c'est quasiment de faire un projet en forme de nuage pour faire le tour. C'est chic. C'est chic. Mais ce n'est pas très opérable pour nos clients, enfin, à moins que quelqu'un trouve la martingale pour opérer un nuage. Et donc, en fait, la difficulté, c'est d'arriver à dézoomer le pur terrain sur lequel on se situe, parce que ce terrain-là est situé au milieu d'une zone naturellement plus vaste. Il y a des solutions de compensation, il y a des solutions de peut-être délocalisation, mais il faut arriver à dézoomer et à ne pas regarder ça à la loupe, on va dire, du brin d'herbe. Voilà. Process en cours, c'est ça? Process en cours, très long. Donc en fait, effectivement, après 10 ans, on va pas probablement... Là, aujourd'hui, donc ça fait 10 ans qu'on travaille sur le sujet. Ça fait 1 an qu'on travaille avec les services à la fois de l'État et locaux pour résoudre cette problématique de zones humides, etc., qui est apparue dans le courant de l'année dernière. Et on pense commencer à pouvoir construire peut-être dans 1 an et demi, mais on n'en est pas encore certain. Oui. Il y a un adage qui est apparu lors des dernières élections municipales, maire bâtisseur, maire battu. C'est vrai? Pas pour les territoires dans lesquels on a investi. Alors, je ne sais pas si c'est lié à notre activité, mais il y a un certain nombre de territoires dans lesquels on est implanté depuis plus de 10 ans, avec un maire qui est là depuis aussi plus de 10 ans. Donc, pas forcément. Bon, très bien, c'est une bonne nouvelle pour lui et pour vous. Thierry Herning, vous êtes le patron de BASF en France. Vous avez aussi co-présidé des ateliers sur la réindustrialisation de Bercy lors de la conférence des dirigeants étrangers qui s'est tenue en août dernier. On vous connaît bien aux États de la France, vous intervenez régulièrement. Et vous connaissez bien ce sujet aussi du foncier. C'est un sujet qui vous bloque parfois, peut-être qui vous agace même souvent. Oui, peut-être je vais me présenter juste... Après, donc, BASF. BASF, je ne sais pas, on se souvient... On connaît les lettres. On connaît les cassettes. Oui, on connaît les cassettes. Bon, pour ceux qui sont d'une certaine génération. Vous trouvez vraiment qu'on fait si vieux que ça? Oui, non, mais ça fait longtemps qu'on ne fait plus les cassettes. Ben mais oui. donc BASF, numéro 1 mondial de la chimie, avec l'année dernière 80 milliards de chiffre d'affaires, 110 000 collaborateurs et 2 milliards d'investissements dans la R&D. Et nous balayons tous les secteurs de la chimie.
Et la chimie est présente partout. La chimie, donc, nous servons toutes les industries, donc l'automobile, la construction, la cosmétique, l'agriculture, etc. Donc oui, et peut-être nous sommes fait un peu remarquer cette année en France, puisque nous avons annoncé l'investissement de 300 millions d'euros sur le site de Chalampé. Ce n'est pas tous les jours qu'une entreprise investit dans une usine de production de cette taille-là dans le domaine de la chimie en France. Donc je voulais juste le souligner. Et peut-être par rapport à l'attractivité de la France, puisque c'est aussi le sujet, oui. Je dois dire que pour cet investissement, on a été vraiment très bien épaulé. Très bien accompagné par les services de l'État, notamment l'Élysée. Et donc là, j'ai que du positif à dire à ce sujet-là. Il s'agissait d'un terrain brownfield qui nous appartenait, qui était déjà artificialisé. Et j'en viens justement à une autre expérience que nous avons fait récemment. Donc nous nous posons la question. Nous avons une quinzaine de sites de production en France. Et BASF voit toujours grand. Quand on s'installe quelque part, on prend plus de terrain que ce qu'on a besoin. Et donc on s'installe, on établit nos opérations, et puis au bout d'un moment, on s'est posé la question, mais ça fait 30 ans que ce terrain est disponible, que va-t-on en faire ? Et on s'est dit, ça serait peut-être une bonne idée d'essayer de voir si en interne on pouvait attirer des activités supplémentaires ou bien à défaut regarder à l'extérieur des acteurs externes à BASF pour investir. Et donc on a regardé un petit peu les terrains qu'on avait disponibles, des terrains qui sont, comment dirais-je, des terrains constructibles avec, comment dirais-je, vocation industrielle. Et donc actuellement, ce sont des champs. Hein. Donc on s'est mis en contact avec les communes, communauté des communes qui étaient concernées par ce terrain. Et on est dans quelle région ? Je préfère ne pas dire parce que... D'accord, on est en France. On est en France. Et donc... Je comprends que l'histoire se finit mal. Non, pas vraiment, parce que... Bon, il y a un caractère un peu confidentiel quand même, donc je ne veux pas trop en dire. Mais je dirais qu'on s'est mis en contact avec les communes. Et la première question, c'était nous n'avons que 50 hectares de disponibles pour l'artificialisation. C'est-à-dire que si on vous autorise à construire une usine sur votre propre terrain, qui est un terrain industriel, eh bien, ça veut dire que nous allons faire des concessions. Ouais. Et c'est ce que tu disais, Cécile. C'est-à-dire que nous, on n'aura plus que 40 hectares à notre disposition pour faire des supermarchés, des écoles, des habitations, etc. Des ronds-points. Et donc, c'est là que j'ai réalisé que finalement, voilà, on parle de réindustrialisation, et bon, ce qui est une bonne chose. L'artificialisation, c'est quelque chose de très important, mais en fait, on s'aperçoit que voilà, on a un petit peu des stratégies qui entrent en collision et qui ne sont pas forcément compatibles les unes avec les autres. Et donc, ça, c'était assez surprenant. Bon, mais il y a aussi des exemples favorables. Vous avez travaillé, par exemple, avec la région des Hauts-de-France. Oui. Et ça s'est bien passé. Oui, non, je pense qu'il y a de bonnes pratiques. Oui. Qui ont été adoptés par la région Hauts-de-France, qu'on appelle les contrats d'implantation. Et là, je reviens peut-être à ce que disait Cécile, la durée extrêmement longue en France pour obtenir des autorisations. Hein, on a parlé il y a eu un rapport Guillot qui a été écrit, donc 17 mois en moyenne pour avoir toutes les autorisations en France, avant de pouvoir commencer à construire. Et en Allemagne, c'est, on a dit 8 à 12 mois, Pologne 4 mois. Alors je ne dis pas qu'il faut sauter toutes les étapes parce qu'il faut quand même faire un certain nombre de vérifications. Oui, bien sûr. Mais voilà, donc c'est quand même très long. Et pour un industriel, notamment un acteur étranger, s'il commence à se rendre compte que déjà avant de pouvoir travailler, il faut qu'il mette 17 mois sur la table, avec une complexité... Avec les coûts qui sont afférents, etc. Ça coûte de l'argent, incertitude. Mais en même temps, c'est très compliqué, parce que bon, nous sommes Français, on arrive à peu près à s'y retrouver, mais imaginez un Japonais ou un Coréen qui débarquent et puis qui
qui doit passer ce parcours du combattant. Donc très compliqué. Et donc je trouve que l'idée qui a été adoptée par les Hauts-de-France est très bonne. Ce sont des contrats d'implantation, c'est-à-dire c'est une sorte de contrat entre l'industriel qui veut investir et toutes les parties prenantes. Et tout ceci est piloté par éventuellement le sous-préfet ou le préfet en fonction de la taille des projets. Donc une sorte de guichet unique avec une tête de pont. Exactement, et avec finalement toutes les parties prenantes qui sont réunies dans une réunion pour pouvoir travailler non pas en série ou en séquence, mais travailler en parallèle. On n'a pas besoin de perdre du temps inutilement. Et donc ça, je trouve que c'est quelque chose qui pourrait nous aider énormément en France, justement parce que ça ferait donc un guichet unique avec une plateforme où on puisse discuter de tous les blocages et ensuite ensemble trouver des solutions pour aller plus vite. Et quand on dit que ça sera autorisé dans un an, eh bien l'autorisation, elle viendra en un an. Tenir le calendrier. Guichet unique, et peut-être vous allez passer le micro juste un instant à Cécile Tricot. Guichet unique et comment dire, cible unique. Est-ce qu'il faut identifier des terrains qui sont susceptibles de... Je pense qu'il faut sanctuariser. Il faut sanctuariser des terrains pour certaines activités industrielles, logistiques, et les sanctuariser sur des périodes longues, c'est-à-dire ne pas revenir avec 5, 6, 8 ans après, en changeant la destination ou en changeant la vocation ou en changeant la capacité ou la quantité à construire sur la parcelle. Je pense que c'est important et le sujet du délai, d'un engagement sur le délai est fondamental. Thierry Herning, un mot sur l'attractivité, non pas seulement des territoires, mais de vos métiers, dans un sujet qui est très complexe, qui est comment je fais pour trouver des ingénieurs, de la main-d'œuvre, des salariés qui viennent dans une industrie qui, souvent, est assez, comment dire, compliquée à vendre. Oui, bien sûr. Non, mais ça, c'est un vrai défi également. On en a beaucoup parlé, donc trouver des talents. Mais donc on a de très bonnes écoles en France, écoles d'ingénieurs. Je pense qu'au niveau de la formation, on a tout ce qu'il faut. Mais ce dont on se rend compte, c'est que l'industrie souffre d'une image qui n'est pas des meilleures. Et là, il faut vraiment qu'on travaille avec le gouvernement justement pour redorer l'image de l'industrie. Parce que sans talent, on n'y arrivera pas. Pardon de vous interrompre, mais on fait quoi? Est-ce que d'abord, ça n'est pas un peu votre responsabilité? Et on fait quoi pour redorer cette image? Oui, alors bien sûr, c'est notre responsabilité également, mais on ne pourra pas y arriver tout seul. C'est-à-dire que, moi je prends l'exemple de l'apprentissage. Le gouvernement a énormément fait au niveau de la communication pour mettre en avant l'apprentissage, il y a quelques années. Oui. Et quand on voit le chemin parcouru aujourd'hui, c'est un vrai succès. Et je pense qu'il faudrait peut-être adopter le même genre de stratégie pour les métiers de l'industrie, pour donner envie, comment dirais-je, aux techniciens et aux ingénieurs de travailler dans l'industrie, surtout à une période où, avec le télétravail, c'est une complication supplémentaire, puisque finalement, on est ingénieur, on peut se poser des questions. Est-ce que je vais dans le business? Et dans le business, j'ai une vie beaucoup plus flexible. Flexible et souple, oui. Alors que si je vais dans une industrie où je serai en production, eh bien, ça veut dire que je suis H24 donc, sur le site, 7 jours sur 7 éventuellement. Et donc ça risque de poser une difficulté supplémentaire. Okay. Et comment on fait alors? Eh bien, je dirais, nous, chez BASF, on a quand même des donc moyens. Donc l'apprentissage, vous avez dit, mais ça ne suffit pas. L'apprentissage, on va dans les écoles, on va dans les écoles pour justement expliquer un petit peu la nature de notre métier avec les évolutions, etc. Et puis, le soutien du gouvernement dans la communication. Et nous, évidemment, approcher des élèves le plus tôt possible. Par exemple, offrir des stages de 3e pour essayer de sensibiliser tous ces jeunes au beau métier qu'est le métier de l'industrie. Merci beaucoup. Apprentissage, je me tourne vers vous. Aptar, Xavier Susterac, fait appel à l'apprentissage. Vous avez un plan de formation avec une politique de développement de l'apprentissage? Oui, tout à fait. On a
Plus de 400 dans mon business, plus de 400 apprentis en Europe, un peu plus de 200 en France. Sur les 4200. Oui, donc bon, c'est quelque chose qui s'est mis en place. Je crois que ça a été dit ce matin, je crois que Olivier Marchal en parlait au niveau des statistiques. La France a toujours stagné à 250 000, moins de 300 000 apprentis par an. L'année dernière, c'était un peu plus de 700 000. L'Allemagne, alors je suis un peu l'allemand de l'État pour aujourd'hui, j'ai 25 ans en Allemagne, donc j'ai toujours un peu tendance à comparer les deux pays. C'était 1,4 million traditionnellement tous les ans, là c'est retombé à 1,2 million. La grosse différence, c'est qu'actuellement sur les 700, je crois 40 000 au total en France, il y a 22% seulement qui sont au niveau CAP, 78% qui sont bac plus 2, plus 3, jusqu'à plus 5. Donc là, il y a encore un travail à faire. Ça, c'est en Allemagne, vous voulez dire? Non, en Allemagne, c'est essentiellement à 16 ans, on démarre un apprentissage, éventuellement on fait des études derrière, d'ailleurs un système qui est assez flexible. En France, pour l'instant, on est plutôt au niveau étudiant, et donc là, il y a encore un travail au niveau des métiers. Je crois que c'est ça le gros boulot qui est à faire en France. Donc nous, on en prend, effectivement. Il faut pouvoir avancer dans ce domaine. Et c'est ce qui fait la différence. On a besoin aujourd'hui, on cherche des gens qui ont une connaissance technique, qui peuvent faire un métier. Et ça adresse un certain nombre de problèmes. Si on réussit à faire ça, on adresse le problème des régions également. Je crois qu'il y a un sondage Ipsos qui disait qu'il y a 83% des sociétés étrangères disent qu'une des priorités, c'est la resocialisation, si je peux dire, des classes défavorisées, des jeunes, et notamment dans les régions. Et bien, avec un apprentissage, on a un système qui fonctionne très bien. Il faut absolument en faire plus. Olivier Perret, vous voyez opiner du chef, comme on dit. Oui, si on revient à notre thématique des territoires, nous, dans l'énergie, ce qu'on voit, il y a un shift énorme, c'est que les territoires se réapproprient leur propre énergie. Okay, donc on voit, c'est-à-dire ça veut dire qu'aujourd'hui, alors que l'énergie, vous l'aviez parce qu'il y avait un tanker, il y avait du pétrole ou du gaz qui arrivait d'ailleurs, aujourd'hui, vous avez des panneaux solaires ici, vous avez une éolienne là, et vous avez de la géothermie sous vos pieds. Juste mon petit 2 minutes ou 10 secondes sur la géothermie. 50% de l'énergie du monde est consommée sous forme de chaleur. C'est sûrement chauffé aujourd'hui ici. 50% de l'énergie est consommée sous forme de chaleur. En dessous de nos pieds, on a une source infinie de chaleur, verte, totalement inépuisable et continue. C'est la seule énergie verte qui n'est pas intermittente. Si on arrive à connecter les deux, eh bien, on résout une grande partie du problème de la transition énergétique. Pourquoi je dis ça aussi dans le cadre des jeunes et autres, c'est que pour faire tourner cette géothermie, il faut faire des trous, des petits trous, pas très profonds. Pour nous, pétroliers, c'est des trous à 100, 200 mètres. C'est rien du tout. C'est du jardinage pour nous, mais un travail de stagiaire, quoi. Et ça veut dire qu'on est capable de faire ça à l'échelle. Le BRGM a travaillé là-dessus. Le Grand Paris, par exemple, pourrait être chauffé à 58% par les géothermies de surface. L'idée, c'est que l'eau arrive, elle est à quoi, 12 degrés, elle arrive, et donc il faut chauffer. Une quinzaine de degrés en dessous, vous allez puiser les calories du dessous en faisant un radiateur, une sorte échangeur thermique en dessous, en faisant circuler de l'eau. Vous ne retirez même pas d'eau, rien, vous ne touchez pas à la nappe, vous touchez rien, c'est parfaitement inodore pour l'écologie locale. Et vous mettez ça dans une pompe à chaleur, vous en retirez 3 degrés, vous rejetez de l'eau à 12, elle se réchauffe, et puis vous faites un cycle permanent, et puis avec les 3 degrés que vous avez retirés du sous-sol, vous mettez ça dans une pompe à chaleur, ça passe dans vos... ça passe à 40-50 degrés, et ça chauffe votre bâtiment. Et puis l'intérêt, c'est que l'été, quand il fait très chaud, vous prenez les calories de votre bâtiment et vous le réinjectez dans le sous-sol. Donc un cycle vertueux qui dure forever. Mais ce que je voulais dire pour ça, c'est aussi que le genre de compétences dont on a besoin, on n'a pas besoin nécessairement que de Bac plus 12, on a besoin de foreurs, on a besoin de gens, on entendait ce matin des témoignages dans le même sens. On est en train de créer une école où il n'y a pas besoin, je crois que c'est Corinne Bilbao qui disait ça, pas besoin de diplôme particulier, mais pour former des jeunes justement
en particulier des jeunes en difficulté, et leur donner de l'espoir et surtout un job qui va les porter partout. Ça marche partout en France. Et donc, je vous encourage d'ailleurs, je prends les commandes après. Ouais, très bien. Juste un mot pour, je ne sais pas si c'est rassuré ou agacé Cécile Tricot, c'est plus facile de creuser des trous que de construire des entrepôts? Oui, la réglementation voilà. est plutôt plus facile. Oui. Vous faites aussi des trous? Jusqu'à 200 mètres. Ah, Après, c'est voilà, compliqué, Cécile, mais voilà. jusqu'à 200 mètres. Cécile Tricot fait aussi de la géothermie, elle fait simple. aussi des trous. Formidable. Merci beaucoup, merci à tous les 5 et bientôt à tous les 6, parce que je vous repasse la parole à Olivier Girard pour la conclusion de cette table ronde. Merci Nicolas, merci à tous. Alors je vais essayer de faire cette conclusion et de respecter autant que faire se peut tout ce que vous avez dit. Merci pour ce débat. Moi je voulais apporter ma petite pierre sur l'emploi dans les territoires. On est 10 000 Accenture en France et 30% dans les territoires. C'est moins connu et c'est la part qui grandit le plus pour une simple raison. C'est là qu'on va chercher les talents. Aujourd'hui c'est là qu'on a les moyens d'aller continuer à faire notre croissance et d'aller chercher des talents, en particulier des talents féminins dans les territoires. Voilà, donc ça c'était notre modeste pierre à l'édifice territoire. Alors, il y a plein de choses que vous avez dit que j'ai retenues. La première chose, c'est évidemment la primeur de l'innovation comme grande source de création de valeur. Ça a été dit dans l'hydrogène, ça a été dit dans l'exemple du médicament, et on voit bien, c'est un des points que j'avais cité dans mon introduction, que là, il y a un levier essentiel, au-delà de faire différemment. J'ai un mot que j'ai beaucoup aimé qui est la prise de risque partagée, parce que le deuxième sujet, je trouve, qui est un fil rouge entre vous, c'est des nouvelles formes de gouvernance. On voit bien l'omniprésence du débat, c'est pas un débat, du public et du privé dans tous les dossiers que vous avez présentés, que ce soit avec les régions, le groupe de start-up dans l'exemple des médicaments, ou le Eden, ou le CEA dans l'hydrogène. Enfin, on voit bien que là, entre la recherche, l'État, la région, l'accès aux talents, les filières d'éducation, il faut, c'est un mot qui a été utilisé, un aliment des planètes pour réussir. Et cette idée donc qu'on ne peut plus réussir tout seul, je trouve que c'est aussi une des idées forces qui se dégage de ce débat. J'ai bien aimé l'exemple que vous avez cité, Aptar, sur la logique de l'investissement qui est, je trouve, très signifiante des décisions des industriels aujourd'hui, parce que vous l'avez dit de façon très spontanée, nous avons investi dans la technologie, la dernière technologie, et nous avons investi aussi dans le fait que ce qu'on allait faire serait moins émetteur de carbone. Donc vos deux leviers, parce que c'est une croyance forte chez Accenture que ceux qui réussiront dans les 10 prochaines années, c'est ceux qui réussiront ces deux leviers, la technologie et l'environnement. Et vous avez dit, on a choisi, à votre question Nicolas, on a choisi parce qu'on voulait se rapprocher des talents et des clients. Donc se rapprocher des clients, c'est moins de CO2. Nulle part, vous avez dit, on a choisi ça parce que c'était le plus avantageux en coût. Et ça, c'est un vrai changement de paradigme dans la logique de réindustrialisation. Donc merci pour cet exemple-là. Voilà, je terminerai en disant il y a un travail à faire sur l'image. Vous en avez parlé, Thierry, aussi sur l'image de l'industrie. Moi, je pense qu'elle viendra avec plus de technologie, avec le collaborateur augmenté, avec le fait que l'industrie sera moteur dans la décarbonation, à la fois sur le scope 3, donc de l'innovation produit, c'est mon dada, et évidemment du manufacturing et des chaînes logistiques au complet. Et je garde cette idée pour le mot de la fin, qu'il faut que les planètes soient alignées pour sauver la planète. Voilà, merci à vous tous. Merci beaucoup Olivier Girard. Merci. Merci Cécile Tricot, Thierry Herning. Merci.